On va parler du nouveau rapport de l'INSEE, vous savez, le rapport qui classifie l'évolution de la démographie en France, etc., etc. Eh bien, ils viennent de publier leur rapport pour l'année 2025, et ce qu'on peut dire, c'est que c'est une catastrophe. Mais ce n'est que le début de la catastrophe. Vous allez voir pourquoi. On assiste à un déclin de la population avec un résultat négatif, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de décès que de naissances, et pourtant, la population française a augmenté de presque 200 000 habitants. Eh oui, je pense que vous savez d'où ça vient. On regarde ça dans cette vidéo. Donc oui, il y a eu le dernier rapport de l'INSEE, donc pour l'année 2025. Les chiffres sont édifiants, mais édifiants. J'ai poussé l'analyse jusqu'au bout avec ChatGPT. J'ai fait exprès de prendre ChatGPT et non pas Grok. Et vous allez voir qu'au final, on va découvrir pas mal de petits trucs, des choses dont on le savait déjà en fait. Mais maintenant que c'est quantifié, c'est choquant. Littéralement, c'est choquant. Donc ça commence ici par un bilan négatif pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc pour la première fois depuis 80 ans, le bilan de la population française est en négatif. On a enregistré 645 000 naissances en 2025 contre 651 000 décès. Donc il y a eu un renouvellement négatif de 6 000 personnes en France. Et pourtant, on vient de dépasser les 69,1 millions d'habitants. On a dépassé les 69,1 millions d'habitants. On était 68 millions, 900 000, quelque chose comme ça. Et bien là, on a gagné quasiment un peu plus de 200 000 habitants en France. Dans ces 200 000 habitants français, c'est très important de nommer français, eh bien, en fait, ça s'explique par la régularisation et la naturalisation d'environ 200 000 personnes. Vous en faites ce que vous voulez de cette information, n'est-ce pas ? La population française a augmenté avec le solde migratoire positif. Le solde naturel est négatif. Oh tiens donc. Oh comme c'est bizarre. Oh on s'y attendait pas du tout. Donc la nouvelle France, c'est celle-là. Dans quelques années, globalement je pense qu'on est là. Vraiment. La descendance de la nouvelle population, celle qui va sauver la France. Magnifique. C'est magnifique. Ici, on a des stats un peu plus détaillées, puisqu'on a carrément les graphiques. Donc, si vous voyez bien ce que je vous montre et ce que je vais juste rétrécir un petit peu, voilà, pour que vous ayez l'entièreté du graphique sous les yeux, eh bien ici, le solde naturel devient négatif pour la première fois depuis 80 ans. Voilà, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ici, par exemple, on voit quelque chose d'assez ouf. C'est, par exemple, ici, le nombre de naissances dans les années 60, fin des années 60. Donc là, à partir de 65, on était à 900 000 naissances, avec un pic à au moins 925 000 naissances à peu près. C'est 950, donc 910 000 naissances à peu près en 1971-12, dans ces eaux-là. C'est le pic. 900 000 naissances pour, entre guillemets, que 550 décès. Ok ? Donc, pas beaucoup de décès et beaucoup de naissances. Donc la population française qui explose, qui augmente. Il y a eu une grosse baisse jusqu'aux années 70 où on est tombé à 750 000 naissances. Mais globalement, les décès restaient toujours les mêmes en fait. Et tout le long, jusqu'à il y a 15 ans, dans ces eaux-là, tout le long des décès en fait ne baissaient pas. Alors que les naissances ont augmenté. Il y a eu des pics, il y a eu des baisses, il y a eu des pics, il y a eu des baisses. Mais le solde des décès était assez naturel. En revanche, ici, ce qu'on voit, c'est que depuis 2013, 2014, 2014-2015, les décès ont augmenté, mais en balles en France, en France, proportionnellement à la baisse des naissances. Et aujourd'hui, en 2025, en Big 2025, eh bien on assiste ici à un choc démographique catastrophique qui annonce clairement une catastrophe à venir. C'est pour ça que je dis que c'est que le début, parce que ça va pas s'améliorer l'année prochaine, je pense. Ça va être pareil, au moins la même chose, voire pire. Pour moi, c'est ça le résultat de l'année 2026. Donc ça va être n'importe quoi. Mais ici, on voit qu'en fait, les décès ont surpassé les naissances. Donc, il y a eu plus de décès et moins de naissances. Et pourtant, la population a augmenté.
Pourquoi elle a augmenté? Parce que, tout simplement, il y a eu de l'immigration régularisée en France avec un solde migratoire positif, n'est-ce pas? Ici, on a des infos un peu plus précises. 645 000 naissances en 2025, 651 000 décès en 2025. C'est 2% de moins par rapport à 2024 pour les naissances et 1,5% de plus par rapport à 2024 pour les décès. L'indicateur conjoncturel de fécondité, donc on est à 1,56 enfants par femme. Hein. Donc globalement, une femme fait un enfant. Donc il y a très très peu de renouvellement. C'est le taux le plus faible depuis 1917. Depuis 110 ans, c'est le taux le plus faible de fécondité et de natalité par femme. Est-ce que vous vous rendez compte dans la merde dans laquelle on est actuellement? 1,56 enfants par femme. C'est-à-dire qu'il y a en moyenne des femmes qui font un enfant, voire deux, mais à côté de ça, c'est à prendre en considération qu'il y a des femmes qui en font 6 ou 7. Ok? Un clin d'œil pour certaines, et comme ça pour les autres. Parce que ça, globalement, c'est le dernier cluster de blancs européens qui font encore beaucoup d'enfants. À côté de ça, évidemment, il y a des exceptions, mais la plupart des blancs qui font beaucoup d'enfants sont des blancs catholiques traditionnels, des familles tradies qui vont avoir beaucoup d'enfants. Par exemple, une influenceuse que je vous conseille de suivre parce que ce qu'elle dit c'est assez intéressant souvent et elle est très très cool, c'est Madame Maman sur X. Vous cherchez, hein, vous tapez Madame Maman, vous verrez. Et puis en plus elle est rousse, alors autant vous dire qu'elle gagne des points de fou. Mais globalement, elle c'est pareil, c'est une mère de famille nombreuse et tout, mais il y en a plus beaucoup des femmes comme ça. Et la plupart des femmes à côté ne vont faire aucun enfant. Donc ça nous donne cette moyenne de 1,56. Elle est explosée par rapport à celles qui font beaucoup d'enfants, dont mes clins d'œil, hein, également. Mais à côté de ça, en fait, il y a beaucoup de femmes aussi qui ne font pas d'enfants. Et moi, j'en ai beaucoup dans mon entourage qui ne veulent pas d'enfants. Voilà. Elles ne veulent pas d'enfants. Ou arrivées à 30 ans, elles en ont toujours pas. Pour certaines, même si elles en veulent, mais à la limite, elles vont peut-être en faire qu'un, quoi. Voilà. Histoire d'en avoir un. Mais elles vont pas en faire comme avant. Moi, par exemple, j'arrive à 29 ans, le troisième va arriver, non, il va pas arriver, il est pas encore en route, mais il y a eu l'arrêt de la pilule, et on va au charbon, mon cousin. Voilà, on va au charbon, mon copain, donc le troisième arrivera probablement, mais voilà, 29 ans. Il y en a beaucoup dans mon entourage qui ont même 30-35 ans, qui n'ont pas d'enfants, et qui n'en veulent pas, qui n'en ont rien à foutre. Ah, on va pas élever un enfant dans ce monde. Putain, pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'années, ça a été le bordel dans l'humanité. Il y a eu des guerres, des conflits, des maladies, des famines, des périodes glaciaires, des périodes d'extinction, des je ne sais quoi, des trucs dans tous les sens. Les humains n'ont jamais arrêté de faire d'enfants. Ok ? Ça a toujours été le seul espoir, mais de tout, hein, comme les animaux, etc. La transmission, l'héritage, la procréation, ça a toujours été le phare d'une existence biologique. Ok ? Donc pour les animaux, etc. Sauf que maintenant, on a les gauchistes et les féministes qui vous disent « Oui, non, mais une femme, ça doit être indépendante, c'est pas une poule pondeuse. » Putain, si une femme, c'était pas une poule pondeuse, on n'en serait plus là actuellement. Hein. Les femmes sont aussi faites pour faire des enfants. Voilà. Évidemment, quand elles en ont envie, etc., hein, on ne doit pas les fourrer à la chaîne pour qu'elles pondent à la chaîne. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est qu'il faut arrêter cette idée que le féminisme a mis dans la tête des femmes que il ne faut pas faire d'enfants, que une femme c'est pas forcément une mère. Si, une femme c'est une mère, ok ? On passe de la fille à la femme à la mère. Et on passe du garçon à l'homme au père. C'est ça le chemin de la vie. Et après, au grand-père. Et, si Dieu le veut, à l'arrière-grand-père. Et donc, grand-mère et arrière-grand-mère. C'est ça le chemin de la vie, ça l'a toujours été. Hein ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens n'ont pas arrêté de faire des enfants. Pourtant, t'étais pas certain du résultat. Et ça, toutes les guerres, partout. Même quand les gens... Pendant la peste noire, s'il vous plaît, en Europe, au Moyen-Âge, pendant la peste noire qui a flingué 70% de la population européenne, ok, avec les rats importés des navires qui venaient de la Chine, etc. Cette maladie-là a explosé la majorité, enfin une bonne partie du continent européen en termes de population. Ok, ça a fait un reset global, hein, ça a fait une Thanos. Hop là, ping-pong, paf, 70% de la population européenne qui a canné. Mais à côté de ça, les gens n'ont pas arrêté de faire des enfants, même là-dedans. Ok, la peste qu'il y a eu en Grèce antique, c'est pareil. Les gens n'ont pas arrêté de faire des enfants. C'est...
Et pourtant, on assiste en ce moment à une baisse d'enfants. Bref, désolé, c'était un monologue, mais je trouve que c'est hyper important en fait de se rendre compte d'à quel point on est dans la merde là. 6000, hein, on parle pas de 3-4 enfants en moins, 6000 quand même. Hein. S'il y en a 6000 pour la première fois depuis 80 ans, l'année prochaine, si on suit la courbe, ça va creuser à 15 000 là. Hein. Si la ligne droite continue comme ça et que la ligne bleue continue à monter, la ligne rouge descend et la ligne bleue monte, on va atterrir l'année prochaine à 10-15 000. Hein. Peut-être même plus, qui sait. Et c'est une catastrophe, mais une catastrophe. Vraiment monumentale. Ici, on a un truc intéressant qui a été fait avec Nosferatu, du coup, qui a demandé à Grok de... ici, comme vous le voyez, cesse de faire l'imbécile, donc par rapport à une discussion que Grok n'arrivait pas à donner des stats, prends en compte les 3 dernières générations et dis-nous combien il y a d'étrangers dans ce pays depuis les années 70. Il nous a donné une estimation environ 20 millions, soit 30% de la population, ok ? Il y a 30% de la population qui est étrangère à la France, de près ou de loin, sur 3 générations. Et il le dit, Grok, 20,4 millions d'immigrés. Soit 30% de la population. Évidemment, c'est global, on va aller un peu plus loin après. Ces chiffres couvrent toutes les origines depuis plus d'un siècle, il n'y a pas de découpage précis depuis 1970. Donc il a pris les 3 générations depuis plus d'un siècle, ok ? Avec ça, j'ai demandé à ChatGPT de confirmer cette info. Et bien pour une fois, ChatGPT confirme. Hein, comme vous le voyez juste ici, l'hypothèse basse sur le taux, enfin le pourcentage et le volume d'immigrés en France sur les 3 dernières générations. L'hypothèse basse se situe aux alentours de 18-19 millions. L'hypothèse centrale réaliste autour de 20-21 millions. Hein, donc c'est cohérent avec Grok et ses 20,4 millions. Et l'hypothèse haute, plausible, 22 millions. Ce qui nous fait environ 30% de la population française dans l'immigration. Avec ça, je lui ai demandé de me donner les stats détaillés des 20 millions d'immigrés, donc les religions, pays d'origine, etc., pour avoir un topo global. Ici, on va regarder ça. Donc, les origines géographiques des immigrés de première génération. 48% des immigrés sont nés en Afrique, incluant l'Afrique du Nord et le Maghreb, évidemment. Parmi eux, 28 à 29%, donc 30%, on va arrondir. Hein. Donc 50% des immigrés sont nés en Afrique. Parmi eux, 30% viennent du Maghreb. C'est énorme. 32% viennent d'Europe, donc des Portugais, des Italiens, des Espagnols, etc. 14% viennent d'Asie. Ensuite, on a un exemple chiffré, donc ça nous ferait à peu près, hein, vraiment à peu près sur la première génération, 4 millions d'immigrés d'Africains, enfin du coup 2 millions pardon, du Maghreb et donc 2 millions, un peu moins de 2 millions d'Afrique subsaharienne. On est à un peu plus de 2 millions pour l'Europe et à 1 million pour l'Asie et les autres zones en général. Ici, et ça c'est que pour la première, sur à peu près 8 millions d'immigrés. C'est énorme, c'est vraiment énorme bordel. Au niveau de la religion ici, intéressant, 44% se déclarent musulmans. Les autres confessions chrétiennes, environ 17%, hein, donc ça compte les orthodoxes, les cathos, les protestants, les évangélistes, etc. Bref, blablabla. Les catholiques, ah bah non, du coup, ils ne sont pas comptés dedans, mais les catholiques représentent 15%, donc tous les autres, à peu près 17%, les catholiques, 15%. Évidemment, on est en France quand même, hein. On a quand même gagné la guerre contre les protestants, entre guillemets. Pour les descendants d'immigrés, la part se déclarant musulmane est un peu plus faible, voilà, à peu près 30%, c'est quand même énorme, hein, 30%. On a eu des stats dernièrement avec les jeunes musulmans qui demandent, qui seraient favorables à l'application de la charia, etc. Les stats sont absolument folles. J'en ai pas parlé parce que beaucoup l'ont fait, donc ça sert à rien de faire des doublons. Mais je vous invite à aller regarder les vidéos. Je crois que c'est Psycho aussi qui en a parlé. Psycho et Cro-Blanc, ils en ont parlé, il me semble. Et c'est catastrophique. Hein. Dans la population française générale, donc les 18 à 59 ans, 51% se déclarent ne pas avoir de religion. Ça, c'est une catastrophe. Et j'en suis le premier concerné. Hein. J'ai été athée jusqu'au mois de septembre. Et en septembre, le Seigneur m'a ramené à lui. Voilà. Que je vous raconterai dans une vidéo peut-être un jour. Mais voilà, bref. Donc maintenant, je suis catholique pratiquant. Bref, donc 30% du coup de catholiques, donc je m'inclus ici personnellement, 10% de musulmans et autres religions partagent le reste. Donc parmi les 20 millions d'immigration plus descendants, etc., eh bien il y a une proportion significative de musulmans, surtout dans les premières générations, une diversité religieuse plus élevée que dans le reste de la population, mais une part non négligeable qui ne se déclare pas religieuse, surtout parmi les descendants. Ici, parmi les origines de pays, on a un nombre d'immigrés nés en Algérie, au Maroc, etc. Vraiment beaucoup.
On va avoir un tableau après assez intéressant. Et si on descend, tac, 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 voilà. Donc après, il a fait des groupes et tout. Donc ici, on arrive à un tableau. Voilà, je vais vous réduire un petit peu la page pour que vous ayez le tableau en entier. Donc le top 20 des pays de naissance des immigrés en France. Ok. Donc ça prend la première génération et les origines et tout. Sur la première génération, celle qui a immigré ici, on est par exemple en Algérie à 1,7 million, le Maroc 1,3 million, le Portugal 600 000, Tunisie 300 000, Italie 280 000. Bref, je vous mets le tableau ici, on va pas le faire en entier, mais le dernier pays c'est le Brésil avec 165 000 immigrés du Brésil, c'est intéressant. Le Maghreb représente en gros environ 3,5 millions tout simplement d'immigrés, hein. Donc c'est toujours sur cette première génération, hein, on va dire. L'Europe du Sud historique, donc Portugal, Espagne, Italie, etc., encore très présent, mais la population est vieillissante et en général elle a émigré il y a un peu plus longtemps. Hein, il y a eu des vagues migratoires un peu plus vieilles que les vagues migratoires du Maghreb, par exemple en France. L'Afrique subsaharienne, la progression continue depuis les années 90, ça on le voit. L'Asie, la Chine et le Vietnam dominent, et ça c'est pareil, hein, c'est normal, Indochine, etc., tout ce que vous voulez. C'est l'héritage, hein, c'est l'héritage de l'Empire français. Hein. Le reste est réparti sur plus de 100 pays, voilà. Ici, je lui ai demandé, sur les 20 millions, tu as une estimation des prénoms et des noms de famille les plus populaires, histoire d'avoir une idée globale de ce que ça représente. Il n'y a pas de base établie, hein, comme il le dit ici, il n'y a pas de base publique, vu que c'est interdit en France, et que ce serait trop compliqué à mettre en place, je pense. Mais à côté de ça, il en a fait une estimation par rapport aux noms qui reviennent souvent. Et dans les noms les plus fréquents par grande région, on a au niveau du Maghreb, donc Algérie, Maroc, Tunisie, on a les noms de famille les plus courants, c'est par exemple les Ben quelque chose, les Benani, les Méziane, les Boukalfa, les Haddad, les El quelque chose, machin, et les Lalou. Alors Lalou, j'ai jamais entendu Lalou, donc très très bien, très étrange, mais pourquoi pas, c'est son estimation à ChatGPT. Au niveau du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie, sur le Portugal, on est sur des Silva, Fernandes et Souza. Par exemple, j'ai eu un pote au collège qui s'appelait De Souza aussi. Hein. Si jamais un jour il regarde une vidéo, bah salut Jo, voilà. Garcia, Rodriguez, Lopez pour les Espagnols, Rossi, Russo, Ferrari pour les populations italiennes. En Turquie, on a Yilmaz, Demir, Kaya, Osturk, intéressant. Chine, Asie, on a Wang, Li, Chang, je crois que c'est Chang, et Nguyen. Alors Nguyen, il y en a énormément, hein, surtout sur les communautés vietnamiennes. Je pense que tout le monde connaît au moins de près ou de loin un Nguyen en France. C'est énorme. Ils sont pas beaucoup, mais putain, ils ont tous le même nom, bordel, c'est incroyable. C'est ouf. Hein. Les Nguyen, bordel, c'est, je pense, l'un des noms sur les immigrés asiatiques les plus courants, mais vraiment, toute origine confondue en Asie. Hein. C'est incroyable. On observe une diversité très forte, mais certaines familles reviennent plus souvent selon les pays d'origine. Donc, pour l'Afrique subsaharienne, donc on a les Diallo, Traoré, Cissé, Ba et Souma. Et pour les autres populations européennes, on a les Martin, Bernard et Dubois. Bon, évidemment. Les Müller, Schmidt et Baker dans les populations d'origine allemande, ou en tout cas germanophone. On a les Peters et les Janssen pour les personnes d'origine belge. J'en connais quelques Belges et je ne savais pas qu'il y avait ces noms de famille là. Pour les prénoms les plus fréquents au Maghreb, pour les garçons, on a Mohamed, Ahmad, Youssef, Ryan, Bilal. Là c'est pareil, hein, c'est des estimations avec ChatGPT sur ce qui revient le plus souvent. Pour les filles, Lina, Sarah, Aya, Inès, Nour. Et à côté, vous allez voir qu'il y a une petite, au niveau des prénoms en fait, parce qu'au niveau des noms de famille, bon, c'est assez classique, hein, par filiation de père, tout le monde garde le même nom de famille. Donc évidemment, au bout de la 50e génération d'immigrés, s'il y a toujours eu au moins un garçon, le nom de famille se transmet à chaque fois. Au niveau des prénoms, c'est là où c'est le plus choquant, en fait. C'est là où c'est le plus choquant et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, par exemple, dans ma famille, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai 6% de sang espagnol parce que j'ai une mini-branche au niveau de mes arrière-grand-mères qui a immigré, du coup, d'Espagne avec ses parents à la fin des années 1800 en France, voilà. Globalement, eux, ils sont arrivés et mon arrière-grand-mère s'appelait Marie-Louise. Elle a eu un nom francisé et tous les enfants se sont appelés comme ça. Ma grand-mère s'appelle Janine. Sa sœur s'appelle Jacqueline et pourtant elles sont à la 3e génération d'immigrés espagnols. Ok, moi je suis à la 5e du coup. Globalement, c'est ça. Et en gros, au niveau des prénoms, ils ont vite été francisés. Donc, ils se sont intégrés même sur leurs prénoms. Et comme moi, cette branche-là vient de la branche grand-mère maternelle, etc., et bien du coup, le nom
s'est diluée en fait avec le nom des Français de souche qu'elle a épousé du coup à l'époque, qui était un Français de la campagne sartoise. Et du coup, bah voilà, donc je me retrouve à avoir ce côté-là, le 6% de sang espagnol et tout, mais je veux dire, ça a été très vite francisé. Là, ce qu'on observe avec les populations immigrées, c'est que souvent les prénoms, ils restent comme au bled, hein, littéralement. Ils restent en fait comme là où ils sont originaires. Il n'y a pas de volonté de franciser les prénoms. Hein. Vous verrez quasiment aucun descendant maghrébin s'appeler Jean-Henri ou Charles-Édouard, littéralement. Ok. Alors que par exemple, pour prendre l'exemple des Asiatiques à droite, et du rooftop français avec qui j'avais fait un live dernièrement, mais bref, l'entourage de Lorraine, etc., sur les réseaux, hein, je pense qu'il y en a qui connaissent, eh bien, vous avez un des membres qui s'appelle Jia, hein, voilà, son surnom c'est Jia, parce qu'il s'appelle Jean-Alexandre, ok. Mais c'est un descendant asiatique. Et je trouve ça incroyable. On a un mec, ça se voit qu'il est asiatique, tu vois. Ça se voit, c'est ses parents, hein, ça n'a pas été dilué depuis des générations et tout, c'est ses parents, et pourtant il s'appelle Jean-Alexandre. Il y a cette volonté de franciser le prénom que je trouve absolument folle. Alors est-ce que c'est ses parents ou est-ce qu'il y a une histoire à côté pour qu'il ait ce prénom-là? J'en sais foutrement rien. Mais ici, si on regarde par exemple les prénoms maghrébins qui reviennent le plus, comme je l'ai dit, Mohamed, Ahmad, Youssef, Ryan, Bilal, on est clairement dedans. Pour les filles, Lina, Sarah, Aya, Inès, Nour. L'Afrique subsaharienne, Ibrahim, Mamadou, Ousmane, Moussa. C'est pareil, tout le monde connaît. Pour les filles, Aïcha, Fatoumata, Mariama, Aminata. Et également pour la Chine, c'est ça qui est marrant, c'est que les prénoms choisis en France tendent à être hybrides pour les communautés asiatiques. Parfois d'origine asiatique, parfois français. Je sais pas d'où vient ça, mais c'est pour moi un exemple de la francisation et de la volonté d'intégration des peuples dans la France et la culture française, comparé à ceux qu'on a vus au-dessus. Puisque là, vous voyez, par exemple, dans les prénoms qui reviennent beaucoup sur les origines asiatiques, etc., on a des Léa, Mia, Emma, Théo, Lucas, Nathan, et comme je vous l'ai dit, Jean-Alexandre. Jean-Alexandre, bordel. C'est incroyable. Pourquoi les données sont toujours en tendance et non précises, blablabla, ça on s'en fout. Le top tendance des noms de famille chez les populations issues de l'immigration. Donc pareil, un nord-africain et tout, comme on a vu tout à l'heure, c'est un résumé. Moi je lui ai dit en allant plus loin, par exemple en prenant mon cas, j'ai 6% de sang espagnol, mais j'ai un prénom, un nom français. Combien de pourcentage de ces 20 millions ont suivi le même schéma? Et en fait ici, je crois que c'est vers la fin, on est à peu près sur 33% sur 3 générations. Ça veut dire que à peu près, environ un tiers de tous les immigrés ont suivi une petite volonté d'intégration à un moment donné en changeant un peu leur prénom. Mais en fait, on l'a vu que c'est beaucoup présent dans la communauté asiatique et très très peu dans les autres. Même si la communauté subsaharienne, il y a quand même pas mal de noms qui reviennent un peu plus français, hein, tout ce qui est Désiré, etc. Des Jean, des Henri et tout, j'en connais, hein, des Frédéric et compagnie. Mais c'est vrai qu'au niveau du Maghreb, ils restent vraiment très communautarisés, même sur leurs prénoms, quoi. Après, j'ai demandé pour le taux de chômage, etc. On est à peu près à 2 millions de personnes chez les actifs de ces 20 millions, hein, donc en comptant les 3 dernières générations d'immigrés. En France, on est à peu près sur 2 à 3 millions. Et en fait, ce qu'il faut retenir à la fin, c'est que il y avait, je crois que c'était où où est-ce qu'il m'avait mis ça? Mince, je sais plus. Tac. Ah si, c'est là. Je crois que c'est là. Oui, voilà. Sur 20 millions d'immigrés, on a 2 millions de chômeurs, donc ça fait 10%, ok? Et ce qui est ouf, c'est que le taux de chômage national, il est à 8%. Et ici, en redescendant, le taux de chômage réel du bloc des 20 millions d'immigrés, selon ChatGPT, eh ben, c'est 16 à 18%. 16 à 18% de ces 20 millions d'immigrés de ces 3 dernières générations d'immigrés en France sont au chômage, contre la France entière qui est à peu près à 7-8%. Donc on est dans le double. C'est-à-dire que vous avez un tiers de la population qui représente le double du chômage du reste de la population. Sur la moyenne nationale. C'est ça qui est ouf. C'est vraiment ça qui est ouf. Bref, voilà à peu près ce que je pouvais vous donner sur ces estimations de stats et tout. J'ai trouvé ça assez intéressant, notamment autour des prénoms. Moi, ça m'a fait halluciner en fait. Mais on le sait, mais sans le savoir. Par exemple, on le sait tous que quand on croise un rebeu, il a toujours un prénom arabe. Quoi qu'il arrive, hein, quasiment tout le temps. En fait, 99% du temps, il va s'appeler, je sais pas moi, Jamel, Bilal, machin, etc. Il va pas s'appeler Jean, tu vois, ou Pierre, ou je sais pas moi, Bruno. J'en sais rien, Christophe, enfin, je sais pas, putain, bon, Christophe, non, Christophe, je pense pas, mais je sais pas, moi, Stéphane, Manu, Robert, des trucs, putain, des prénoms, je sais pas, moi, Jonathan, etc., bref, des prénoms
qui reviennent souvent. Non, il n'y en a pas. Alors que dans les autres communautés, c'est un peu plus représenté. Ça, moi, c'est une des stats qui m'a le plus choqué. Et cette stat au niveau du chômage, avec sur les 20 millions, donc les trois dernières générations d'immigrés, on est sur les actifs à peu près à 11-12 millions d'actifs, mais il y a 2 millions de chômeurs, ce qui représente quasiment 15%, enfin un peu plus de 15, entre 15 et 20% de chômage. Là où, par rapport à la population française, eh ben, on a un ratio à x2, de x2 à x2,3. Voilà. Et ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça au niveau de ces stats sur le nouveau bilan, du coup le nouveau rapport de l'INSEE. Il y a pas mal de choses à dire. Je pense que sur les réseaux, comment il s'appelle, Mark Vanguard aura beaucoup de choses à dire, notamment là-dessus quand il va analyser les stats et tout pour nous faire un bon topo global de toutes ces infos. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Comme d'habitude, ça aide beaucoup la chaîne. Le petit partage, venez me suivre sur les réseaux et rejoignez le Discord. On se dit à la prochaine. Ciao. Et ça va être compliqué. Et j'ai hâte de voir les stats en fait de l'année prochaine. Mais à mon avis, ça va être très compliqué. Bref, on verra bien.